Alors, rebonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre les présentations avec le magnifique voyage à Compostelle, un chemin venant vers soi. Donc, c'est un voyage assez incontournable à faire au moins une fois dans sa vie. Il aura lieu du 28 août au 19 septembre 2022, donc 23 jours et 21 nuits. Un beau périple pour se rencontrer à l'intérieur de soi, puis voir les magnifiques paysages. Et il sera accompagné par Marilyn Harpin, qui est avec nous aujourd'hui pour vous présenter l'itinéraire. Donc, je vais dire quelques mots pour vous présenter Marilyn avant de lui céder la parole. Donc, à l'âge de 20 ans, elle est partie pour la première fois faire le chemin de Compostelle, qui a été une révélation pour elle. Et depuis, elle y est retournée à plusieurs reprises pour accompagner des groupes de pèlerins. Avec Spiritour, ça fait plusieurs années qu'on a la chance de collaborer avec elle. C'est une magnifique accompagnatrice qui vous accompagnera avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie et beaucoup de bienveillance sur ce beau chemin de Compostelle. Euh, Aussi, sachez que Marilyn parle couramment espagnol, donc ça facilitera beaucoup aussi l'expérience sur place pour communiquer avec les locaux, notamment dans vos hébergements sur place. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Marilyn dire quelques mots et ensuite vous présenter l'itinéraire. Oui, donc bonjour à tous. Comme Anne là, m'a introduite, j'ai eu la chance là, de 2008 à 2012 d'accompagner des groupes pour Spirito. Puis ensuite, c'est la vie professionnelle a pris davantage de place. Puis là, je me sens bien campée là, dans ma vie professionnelle pour me permettre de repartir là, accompagner des groupes. Et en même temps, c'est sûr que ma vocation de travail social m'amène là, le thème du séjour, donc un chemin menant vers soi. Oui, c'est un pèlerinage, mais comment partir outre-mer sur les pas de Saint-Jacques, mais pour mieux se retrouver également, puis apprendre là, à écouter un peu notre petite voix intérieure, puis à écouter le chemin qui nous parle. Donc, c'est un peu ce que je vous propose. Comme Anne le mentionnait, c'est un séjour de 23 jours. Donc, sur les 23 jours, nous allons marcher 300 kilomètres, ce qui nous permet quand même sur 3 semaines de faire les 3 étapes du chemin. Donc, un peu la première étape qu'on appelle le physique. S'adapter à marcher avec notre sac à dos, voir un peu comment notre corps réagit, les courbatures, peut-être probablement les ampoules aux pieds. Par la suite, dans la deuxième semaine, on va rentrer dans la phase du mental. Donc, on sait un peu plus là, à quoi s'attendre sur le chemin. On sait comment commander notre café con leche ou notre americano, comment se débrouiller là, parce que oui, on part en groupe, mais on est quand même appelé à vivre le chemin à notre rythme. Donc, je vais vous expliquer un peu comment vont se dérouler les étapes. Donc, en devenant plus autonome, là, après 2, 3 jours, vous allez pouvoir avoir des départs indépendants le matin. Moi, je suis là la veille au soir. Souvent, je vais prendre le temps là, de un, on est en groupe, donc le soir, on se retrouve ensemble pour partager notre expérience du jour et à la fois préparer l'étape du lendemain. Donc, je vais vous donner les indications, les mentions lorsqu'il y a des trucs importants ou des petits restaurants ou quoi sur le chemin historique ou quoi. Donc, la deuxième étape qui est le mental, tout ça pour dire qu'on devient plus autonome et qu'on met un pas devant l'autre, puis qu'on vient un peu plus à se questionner qu'est-ce que je suis venu faire ici après 2 semaines. Ensuite vient la troisième phase, le spirituel, qui coïncide avec l'étape où nous allons rentrer en Galice, qui est une autre région de l'Espagne. Donc, voilà, le 23 jours Coff Spirito, oui, ce n'est pas le grand Compostelle, mais c'est un 3 semaines qui vous permet de vivre l'essence du chemin en ayant assez là, de temps pour vivre ces étapes-là. Donc, voilà un peu l'introduction pour le chemin. Et aujourd'hui, nous allons avoir la chance de vous en mettre plein les yeux en vous montrant un peu les photos des paysages, du séjour, du circuit, des dortoirs. Donc, souvent, là, c'est l'inquiétude ou le questionnement de à quoi ça ressemble, Compostelle, où allons-nous marcher, tout ça. Donc, je vous mentionnais, c'est un 300 kilomètres qu'on fait qui représente en moyenne un 20 kilomètres par jour. Donc, pour
coïncider ça un peu là, et rendre le chemin accessible, si on veut, au commun des mortels dans une condition physique quand même bien, là, pas besoin d'être en extrême condition physique, mais ça prend une certaine préparation. Donc, nous allons quitter Montréal pour arriver sur Madrid et ensuite prendre le train jusqu'à notre première ville-étape, qui est Burgos. Pour ensuite là, continuer vers l'ouest, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis il y a des petites étapes stratégiques où ce qu'on va faire le choix de prendre le train ou l'autobus pour sauter quelques kilomètres, dont ceux qui vont longer. Là, il y a une centaine de kilomètres qui longent la nationale. Donc, on fait le choix de couper cet endroit-là pour être capable d'offrir le circuit là, à l'intérieur des 3 semaines. Donc, dès notre première étape, on marche, on est en campagne. Burgos, nous sommes dans la Meseta, un peu comme les prairies canadiennes, si on pourrait comparer. Donc, on marche dans les champs principalement. On voit là en bas à gauche le chemin qui se dessine vers soi avec le petit village tout au bout, un hameau. Donc, des petits villages là, de 25-50 habitants, souvent là, des fermiers ou autres. Donc, on voit le petit village qui est au loin, mais à vol d'oiseau, on croit qu'il est proche. Mais le chemin nous amène également dans le mental à persévérer parce que parfois, ce qu'on croit être à proximité, peut-être à une vingtaine de minutes, avec les chemins qui peuvent être côteux, vallonneux, sillonneux, bien, on se rend compte que, voyons, il me semble que le chemin était là, mais de persévérer puis de continuer pour se rendre à destination. Puis on voit également le type d'auberge, d'hébergement, là, donc le refuge du pèlerin. Spiritour, on vous offre de faire le pèlerinage de façon traditionnelle. C'est-à-dire que les auberges municipales, qui sont les refuges de pèlerins, on va avoir notre passeport de pèlerin, ça nous prend notre crédence qui nous donne accès à ce type d'hébergement. Donc, des chambres habituellement d'environ 12 personnes, soit des lits étalés ou des lits superposés comme on voit. Puis à l'entrée, quand on fait notre enregistrement, on nous remet la housse de lit et la tête d'oreiller pour la plupart des lieux. Donc, les refuges de pèlerins, c'est là qu'on se retrouve un peu là, entre nous également. Et dans certains endroits stratégiques, on a pris la décision de prendre des auberges semi-privées qui nous permettaient de réserver et de s'assurer que lorsqu'on a une journée où on va marcher, par exemple, 26 kilomètres, que chacun puisse respecter son rythme sans craindre d'arriver trop tardivement à l'auberge et de manquer de lit. Donc, puis comme Anne le mentionnait également, donc de par mon espagnol, c'est dans mon rôle d'accompagnatrice de voir à la logistique et à ce que chacun puisse respecter son rythme dans le jour et s'assurer d'arriver à destination et d'avoir un toit pour dormir. Donc, Hornillos del Camino, nous sommes à notre 2e journée de marche. Nous marchons vers Castro Reris, qui est une ancienne ville médiévale où il y a un château qui figure en haut de la colline. On arrive quand même assez tôt à notre 2e étape. Donc, souvent, les gens, là, on a la possibilité, pour ceux qui restent de l'énergie, de monter pour aller en haut du château puis s'amuser un peu là, à voir les alentours. Le château de Castro Reris servait de mirador. Donc, la ville de Léon, qui est peut-être là, qui est la ville la plus importante là, à proximité, le château nous permettait de voir à 40 kilomètres tout autour. Donc, c'était vraiment pour aviser les troupes ennemies là, pour la ville de Léon. Donc, le circuit qu'on vous propose, pour le mien, il va être offert en septembre, donc fin août-septembre. Et il y a d'autres circuits parfois qui occurrent, là, qui surviennent au mois de mai. La différence va se retrouver principalement dans la température et la couleur des paysages. Comme les photos le démontrent ici, on est vraiment dans les paysages d'automne, où est-ce que les moissons, là, le blé, les champs sont dorés, on est vraiment dans les récoltes. Également, plus qu'on va rentrer en Galice, on va être dans les vignes, donc les vignes qui vont être gorgées de raisins mûrs, parfois qu'on peut agripper au passage là, à l'insu des regards là, des paysans. Et faire le pèlerinage au mois de mai vous offrira une météo davantage verdoyante, vraiment des champs verts de toutes les couleurs avec les coquelicots. Donc, c'est vraiment 2 météos vraiment distinctes là, pour la couleur des paysages. Également, pour la météo,
En mai, qui dit le printemps, davantage de pluie. Et en septembre, on a une température quand même confortable. Les nuits qui seront fraîches, souvent, on va vous recommander dans l'équipement d'avoir probablement des petits gants de polar, là, les petits gants magiques qu'on appelle pour les enfants. Donc, des petits gants pour partir le matin, puis un couvre-tête, quelque chose, soit pour les oreilles ou une tuque ou un petit bandeau bandana, simplement pour être confortable jusqu'à temps que le soleil là, vraiment se sette le matin, puis que vers 9-10 heures, on soit plus confortable. Des météos, des températures qui peuvent atteindre là, un 25 degrés, là, si on peut, là, si on veut, environ. Notre troisième étape, qui est un lieu que j'aime bien pour l'aubergiste Eduardo, qui tient l'établissement avec sa mère et qui nous offre une magnifique terrasse avec une piscine. Donc, si la météo le permet, en mai, souvent plus, souvent plus favorable, mais quand même en septembre, parfois, on peut en profiter. Donc, un 18 km pour se rendre à Boadilla del Camino. Et par la suite, Fromista à Léon, comme je vous expliquais, c'est une ville-étape où ce qu'on va faire une transition, où ce qu'on va sauter justement le bout de la nationale en prenant le transport en commun. Donc, le matin qu'on va quitter Boadilla, ça va être un 4 km qui va longer un beau canal, une écluse, pour se rendre à notre transport. Donc, une petite heure de marche le matin, question de ne pas perdre la forme. Ensuite, on fait une étape à Léon, qui est une sublime ville et dont la cathédrale comporte le plus grand nombre de vitraux d'Europe, si ce n'est pas au monde. Donc, plus de 800 vitraux. C'est pourquoi on fait une transition à Léon, qui va être une ville-étape pour nous permettre un repos. Donc, je vous expliquais la première étape, le physique. On va avoir fait un 3 jours et demi. On a notre décalage horaire également. Donc, on fait une journée qui va être plus relaxe pour se déposer, visiter également, continuer à être sur le chemin toujours avant de reprendre pour notre deuxième étape, notre deuxième semaine. Donc, vers Ponferrada, qui a un beau château également, qui nous accueille à son arrivée. Et plus on avance sur le chemin, plus on va voir les fameux nids de cigognes suspendus, soit sur les clochers d'église, en haut des pylônes électriques, donc des gigantesques nids qui font quasi 1 mètre là, de diamètre, donc quand même assez impressionnant. Sur le chemin pour s'y rendre, donc de Ponferrada à Villafranca del Bierzo, qui représente un 24,7 km. Déjà vers Ponferrada, les paysages vont changer puisqu'on quitte la région de la Meseta. Donc, on quitte les champs pour rentrer davantage dans les forêts d'eucalyptus et nos vignes dont je vous parlais. Les fameuses vignes. De Villafranca del Bierzo à Vega de Valcarce. Donc, vous voyez, la veille, nous avons marché un 24 quelques kilomètres et cette journée-là, nous allons en marcher 16 kilomètres. Donc, c'est une étape où ce qu'on va avoir une montée qui va être plus inclinée. Donc, oui, ça prend une certaine préparation physique pour faire Compostelle, une certaine condition, mais tout de même, dans le rythme, nous avons découpé les étapes pour rendre les journées qui sont plus physiques, accessibles là, vraiment à tous pour en profiter là, sans avoir à faire de trop grandes étapes ou arriver également. On veut pas, habituellement, on va arriver au refuge. Il n'y a pas d'heure pour arriver, mais à partir de 13 heures, nous pouvons nous enregistrer. Souvent, les gens, on va arriver entre 13 et 15 heures parce que la routine du pèlerin, une fois au refuge, c'est de faire son fameux lavage à la main. Pour ceux qui le voudront, il y a des laveuses sécheuses d'accessibles, mais souvent, on va aimer arriver tôt en après-midi pour faire notre lavage, faire notre siesta, profiter là, également, là, donc quand même du repos. D'autres, par contre, voudront profiter à l'intérieur de la journée de marche pour se trouver des endroits pour faire la sieste, donc sur le bord d'un cours d'eau durant la journée de marche. Ce sera vraiment à vous de découvrir votre rythme. Comme vous voyez avec les cours d'eau, certaines personnes voudront arrêter une demi-heure, 1 heure avant même d'arriver là, à l'étape gîte pour dormir. Ce sera vraiment à vous d'apprivoiser un peu
comment vous voulez faire votre chemin d'une journée à l'autre, là. C'est vraiment très personnel, puis selon la météo toujours et selon ce que le décor vous offre comme envie du moment. En fait, c'est de saisir l'opportunité, hein. C'est le moment présent. C'est vraiment de vous permettre justement de ne pas être pressé. Ah, il faut arriver vers 13 heures ou quoi. Aucunement, c'est de prendre la balle de foin si le cœur vous en dit pour vous allonger ou quoi. C'est vraiment à votre rythme. Valcartier à El Cebreiro. Cebreiro, encore une fois, une autre étape où nous avons une belle petite montée, un 12 km. Au Cebreiro, qui est très mystique, que j'aime bien. On voit la petite église qui recueille les mystères de la transubstantiation. Donc, à l'époque, il y avait un moine qui célébrait. Puis c'était une journée de tempête. Puis il y avait un villageois du village précédent qui avait vraiment bravé la météo pour se rendre à l'office. Et le moine s'était dit en dedans de lui, faut-tu être bête pour avoir fait tout ce chemin-là pour une gorgée de vin et un bouchée de pain? Donc, le Seigneur l'ayant pris au mot, il y aurait le mystère de la transsubstantiation, où ce qu'il y a encore aujourd'hui les reliques, donc la fiole de sang et la patène qui contenait l'Eucharistie, en mémoire justement là, de cet événement, le jour de tempête, pour le moine de peu de foi. Déjà la moitié du trajet parcouru, plus on va arriver vers la fin, plus nous allons avoir des bornes kilomètres qui vont nous accompagner pour nous encourager. Et également, ça va être des indicateurs pour lorsque vous allez faire votre journée. Souvent, ça va être des recommandations. Je vais vous dire, quand on va arriver vers la borne 90, vous allez voir, il y a un beau petit restaurant, puis la soupe, elle est excellente à cet endroit-là. Souvent, ça va être des repères que je vais vous donner pour dans la journée pour les recommandations là, des arrêts à faire. Ne pas perdre le rythme. Donc, on est de plus en plus en hauteur, en montagne. Ce qu'on voit depuis le début dans les sentiers, on est beaucoup sur les sentiers de terre battue, rocailleux. Parfois, on va traverser les villes où on va être sur de la bitume, sur de l'asphalte, mais on est principalement là, dans des chemins de terre. Les sublimes paysages de la Galice. De Cebreiro à Tria-Castella, nous allons avoir un 21 km. Et par la suite, on voit un peu le chemin qu'on a parcouru. Là. Il y a des petits tracés médiévaux. Là. Puis Saint-Jacques qui est présent sur le chemin. Donc, on a une statue de Saint-Jacques au vent qui retient son chapeau. Donc, ce qui est particulier, ben, on le sait, Saint-Jacques, là, Santiago est à l'ouest. Donc, souvent, il y a beaucoup l'image du fait qu'on ne marchera jamais seul sur le chemin parce qu'en marchant vers l'ouest, on aura toujours notre ombre qui va nous accompagner. Oh, et n'étant jamais seul sur le chemin et étant souvent dans des villages campagnards, nous avons la preuve ici. Donc, j'en profite à la fois pour vous nommer avoir des bâtons, oui ou non. Les bâtons de marche sont vraiment bien pour l'aspect physique, mais encore faut-il les essayer. Certaines personnes vont préférer avoir qu'un bâton, tandis que moi, ça m'en prend deux. Ça me donne une cadence. On dit que ça peut sauver jusqu'à un tiers du poids de notre sac à dos. Puis lorsqu'on arrive parfois dans un troupeau, là, on a des vaches et des moutons, ça nous permet également parfois, là, si on se sent coincé, là, de nous frayer un chemin ou d'avoir un sentiment de protection, si on veut, avec nos bâtons. Et j'apporte votre regard sur la petite bâtisse en haut de la corde à linge. Nous avons une fameuse flèche. Donc, vous allez voir que sur le chemin, notre regard va quand même s'habituer rapidement à décoder, à déceler où sont les signes. Ça peut être des coquilles d'incrustées dans le sol, sur des bornes égouts, des gouttières peinturées sur les maisons comme on le voit ici. Donc, vraiment, c'est pour ça que les 3 premières journées, nous allons faire des départs communs, souvent marcher la première, la deuxième heure ensemble, jusqu'à temps qu'on se rende au premier café. Et une fois le dernier rendu au premier café, les premiers pourront reprendre la route.
ce qui permet justement, comme je vous disais, de se familiariser. Qu'est-ce qu'on commande pour nos collations, les bocadillos, les tortillas. Donc, c'est vraiment pour se familiariser et gagner en autonomie et se faire l'œil, justement, des fameux signes pour ne pas se perdre sur le chemin. Mais est-ce qu'on peut se perdre? Parce que certaines personnes vont favoriser de partir en groupe parce qu'ils disent « Oh mon Dieu, j'ai tellement peur de me perdre ». Il y a comme, c'est un pèlerinage, hein? Donc il y a quand même une essence sur le chemin où ce que, parfois on peut se retrouver dans le mauvais sentier, puis quelqu'un va apparaître au milieu de nulle part et nous pointer Camino, Camino. Donc, même si on croit qu'on est perdu ou si on emprunte un mauvais sentier, il y a toujours un bon samaritain, un paysan qui va apparaître au milieu de nulle part. Donc, ça fait partie du chemin également, ces rencontres-là, parce que c'est ce qui nourrit en même temps le mystique là, dans le pèlerinage. Mais tout ça pour dire que rarement on va réellement se perdre. Là. Ce qui est arrivé une fois, c'est qu'une dame croyait que le village, elle avait marché tellement vite qu'elle ne croyait pas que le gîte où ce qu'on devait s'arrêter était celui-là, parce qu'elle était arrivée très tôt. Donc, la dame, une fois dans mes 7 groupes que j'ai accompagnés, la dame avait passé outre. Elle avait passé tout droit le village parce qu'elle est arrivée tellement rapidement qu'elle a juste continué sa route. Donc, c'est la seule petite anecdote que j'ai à vous dire concernant quelqu'un qui se perd sur le chemin. Et toujours dans nos sublimes montagnes, habille ton regard de lumière et ton cœur de silence. Donc, le silence, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que oui, on part en groupe, mais je vais vous rendre autonome assez rapidement pour que vous puissiez marcher à votre rythme en vous sentant en sécurité, en vous sentant autonome sur le chemin, pouvoir marcher à votre rythme pour faire silence, justement, et saisir, justement, ce pourquoi vous êtes parti vers Saint-Jacques. On a tous nos raisons pour rendre offrande, pour demander. Certains, c'est une étape de vie pour se composter vers la retraite, une réflexion, changement de carrière ou quoi. Donc, faire silence. Parfois, on va être côte à côte avec quelqu'un, puis juste en jouant la cadence de notre pas, pourra faire en sorte que l'autre personne va continuer à avancer ou d'accélérer, fera en sorte qu'on va pas la semer, mais faire entendre qu'on souhaite avoir notre bulle. Exactement, faire notre bulle pour avoir silence. Tria Castella à Sarria. Donc, j'aime bien les petits escargots qu'on voit en haut à gauche. Donc, plusieurs types d'imperméables. On voit celle en orange qui est vraiment la grande cape de toile, qui est quand même assez légère là, dans cet exemple-ci. Donc, qu'est-ce que ça prend pour partir à Saint-Jacques? C'est du multicouche. Donc, on appelle ça les plures d'oignon. Souvent, ça va prendre soit un manteau coupe-vent qui va être résistant à la pluie ou comme la personne, d'avoir un poncho qui va également recouvrir notre sac à dos. Donc, notre sac à dos qui est notre maison, souvent les pèlerins, on va être comparés à des escargots. Qu'est-ce qu'on met dans notre sac? Dans le matériel, j'irai quand même pas trop loin, sauf si dans la période de questions, vous avez des choses plus pointues, mais je vous inviterai dans toute boutique de sport, que ce soit Sport Expert, la MEC, Momo Sport, Cell, l'accordé. Vous dites que vous allez faire un voyage, un pèlerinage tel que Compostelle, les gens vont savoir quoi vous recommander de la tête aux pieds. Donc, on pourra un peu plus loin peut-être parler du matériel, du linge technique, mais sinon, les gens, beaucoup savent là, quoi vous recommander. Et on voit les fameuses tablées également. Je m'excuse, Anne, merci. Les fameuses tablées repas. Donc, dans mon rôle d'accompagnatrice, souvent, je vais vous dire, bon, ben ce soir, notre auberge nous permet de cuisiner. Donc, souvent, on en profite pour se retrouver entre nous. On est un petit groupe de 10-12 personnes. Et puis, pardon, on a un commentaire de Claudette. Je ne sais pas si la photo est ajustée ou si c'est mieux. Elle croyait dire là, que la photo n'était pas ajustée dans le haut. Je vais laisser Anne voir le point technique. Est-ce que vous voyez bien en ce moment? Attendez, je vais peut-être aller ici, puis revenir sur la slide. Dites-moi si vous voyez bien. Je vais peut-être décaler ma petite fenêtre ici.
Vous nous Juste. réécrirez dans le chat si jamais c'est pas si les photos, vous croyez qu'il manque une petite coupure, là, s'il y a une petite coupure. Mais sinon, pour les repas, donc, dans les repas de pèlerins, ça va être assez varié. Parfait. Bon, je vous remercie. Ça semble être Super. rétabli. Merci. Donc, les repas, souvent, vu qu'on est des groupes, c'est relatif le nombre, mais on considère qu'on est des petits groupes. Donc, on va être des groupes de 10 à 12 maximum, justement pour favoriser l'esprit d'équipe, puis également favoriser que chacun ait son espace à l'intérieur du groupe. Et souvent, lorsqu'on peut cuisiner sur place, bien, je vais prendre une équipe, 3 personnes avec moi pour aller à l'épicerie, 3 autres personnes qui vont s'offrir pour cuisiner, puis les autres pour faire la vaisselle. Donc, ça l'amène quelque chose d'agréable. Puis à coût modique également, là, pour 3-4 euros, souvent, on peut se faire un très beau repas. Sinon, les soirées sont libres, mais je vais vous émettre les recommandations sur où aller souper. Dans la plupart des restaurants, on va trouver le menu du pèlerin. Donc, c'est un 3 services. Nous allons avoir un entrée, soit la soupe ou la salade, le repas, le dessert et le vin qui va souvent être inclus également dans le menu du pèlerin. Donc, les sentiers rocailleux là, que je vous parlais. Donc, c'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce que vous allez mettre dans vos pieds? Certaines personnes vont être confortables en souliers, d'autres auront préféré le bottillon. Pour ma part, d'avoir une petite bottine, une botte de marche qui monte à la cheville m'offre une sécurité puisque j'ai une tendance à me fouler la cheville. Donc, ça serait vraiment à vous de vous familiariser, de voir avec quoi vous êtes bien là, pour marcher. Ce que dans les boutiques, on va recommander, ça va être le type de semelle, que ce soit des souliers ou des bottes de randonnée, ça va être ce qu'on appelle du longue durée. Donc, une semelle qui va être assez là, absorbante, assez là, endurante pour avoir le poids du sac à dos. Donc, on peut avoir un 8 à 12 kilos sur les épaules. Donc, considérez que le soulier demeure confortable malgré la charge là, et pour faire des longues randonnées. Puis également, je vais vous recommander de vous apporter un soulier supplémentaire ou simplement une sandale ou une petite ballerine, là, mesdames, un petit soulier là, qui est tout léger pour transporter ou une sandale qui nous sert pour sortir le soir ou encore là, une sandale qu'on peut mettre un bas. Par contre, si vous n'avez pas de second soulier de ville, je vous recommanderais une sandale où on peut mettre un bas pour pouvoir sortir le soir advenant que nos bottes soient souillées ou trempées ou quoi. Mais une sandale qui est bien également pour se déplacer, prendre nos douches. Saria, qui marque la fin de notre deuxième semaine, donc qui est une journée de repos. Nous allons passer 2 nuits au même endroit. Donc, vraiment une journée entière à se prélasser, à se promener, à profiter du soleil si la météo est de notre côté et à se promener dans les rues également. Là. Saria, qui est une ville et qui est une ville étape également parce qu'elle marque un point de départ pour nos cyclistes. Si pour les pèlerins, il faut avoir marché un X nombre de kilomètres, d'avoir étampé dans notre crédence là, la preuve que nous avons marché les étapes, pour les vélos, c'est les 100, 150 derniers kilomètres qui comptent. Donc, beaucoup de gens vont partir. En fait, je m'excuse, je viens de confondre des informations, vous m'excuserez. En fait, c'est les 100 derniers kilomètres qui comptent pour avoir notre diplôme de pèlerin. Cycliste, pédestre, tout confondu, vous m'excuserez là, le lapsus. Donc, c'est pour ça que plusieurs Européens vont partir de Saria. Ils ont un long week-end de 4-5 jours. Plusieurs personnes vont partir de Saria pour faire Compostelle, alors que nous, on fait une étape de 300 km. Donc, Saria qui est une ville repos et on va voir également qu'il va y avoir plus de gens qu'on n'aura pas vus au préalable, justement parce que c'est une ville là, qui marque les 100 derniers kilomètres. Saria à Porto Marine pour un 22,6. Porto Marine, qui est une ville qui a été déplacée. Donc, on voit le très grand pont et vous allez voir sur la photo suivante les bâtisses qui font preuve là, justement une ville médiévale, donc bâtie de pierre. Et si on passe à la suivante, on voit
parfois, on voit là, sur la photo en bas à gauche, on voit que parfois, quand l'eau, surtout quand on va y aller, nous, en septembre, quand on est dans une saison plus sèche, on voit les anciennes fondations de la ville qui ont été déportées en hauteur parce que les locaux étaient tannés de se faire inonder. Donc, ils ont dit, c'est beau, Porto Marine, on se déporte. Donc, puis, il y a une photo, ben, on va voir sur place l'église qui a vraiment été reconstruite pierre par pierre. On voit les pierres qui sont numérotées. Donc, c'est pour ça qu'il y a une belle histoire également à Porto Marine là, qui s'est fait relocaliser en hauteur pour éviter d'être inondée. Les fameux séchoirs à grains, donc qu'on voit sur le chemin, là, rien à voir avec nous, nos grands séchoirs dans les champs au Québec là, pour le maïs. Ce sont des petits séchoirs qui sont faits en hauteur sur des pierres pour éviter que la vermine puisse s'y rendre et tout ça. Donc, c'est assez curieux quand on n'est pas habitué à ce type de séchoir. Porto Marine à Palace del Rey, on va être un petit peu plus en ville, donc dans des grands lieux. Ce qui fait en sorte également là, que tout au long, dès le départ, Compostelle, qu'est-ce qu'on met dans notre sac à dos? Est-ce qu'on a peur de manquer de quelque chose? C'est sûr que avant de partir, un mois préalable, Spiritour, on vous offre d'aller faire une marche. Souvent, on se retrouve à Saint-Bruno de Montarville, au parc Saint-Bruno, où à cet endroit-là, c'est un bon moment pour ramener votre sac à dos et moi, j'emmène le mien pour vous montrer qu'est-ce qu'il va comporter. Donc, la trousse de premiers soins, la trousse de toilette, quel type de linge, comment localiser notre sac, comment structurer notre sac. Donc, également, Compostelle, c'est un dépouillement, c'est faire confiance au chemin, puis se dire, on rencontre des villes par moment, il y a des pharmacies, on n'est jamais, même si on marche dans le fin fond des bois, il y a toujours des endroits quand même là, à proximité pour faire le ravitaillement si jamais on a besoin de quoi que ce soit. Donc, il y a quand même des endroits pour acheter là-bas s'il le faut. Palace del Rey à Mélide, qui va être un 15 km. Et on voit la borne qui nous indique qu'il restait 63 km. Oui, exact. Donc, on sent qu'on approche vers la fin. Donc, on est dans la troisième phase, le spirituel. Et là, c'est les forêts d'eucalyptus. C'était pas tout à fait tantôt quand je vous avais parlé qu'on arrivait à Ponferrada. C'est vraiment plus quand on rentre vers Mélide, les forêts d'eucalyptus, encore des ponts médiévaux. Et Mélide est fameusement reconnue pour sa pulpa, donc la pieuvre. Et on arrive quand même assez tôt à cette étape-là. Pourquoi? Parfois, c'est à cause des montées, à cause du dénivelé, mais Mélide est une étape qu'on marche que 15 km, parfois à cause de l'offre des hébergements. C'est soit qu'on marche 15 ou qu'on marche davantage 25 km et plus. Et pour conserver ça accessible, c'est une étape où on a décidé d'en faire un peu moins, mais de profiter de l'après-midi. Et le midi, quand on arrive, donc on arrive quand même assez tôt, je vous propose d'aller justement manger dans un endroit très fameux, le Ézéchiel, qui est une genre de grande cafétéria vraiment réputée pour la pieuvre, pour ceux qui voudront s'initier. Mais il y a autre chose au menu également, inquiétez-vous pas. Puis, je vous parle de pieuvre. On est en Espagne, la fameuse coquille Saint-Jacques, le poisson, les fruits de mer. Qu'arrive-t-il si on a des allergies? C'est pas une problématique. J'ai déjà eu une dame qui était allergique aux fruits de mer dans mes groupes. Donc, même si le poisson revient souvent au menu, c'est quand même quelque chose qui est quand même sécuritaire là, en restauration pour ceux qui auront des allergies. Donc, de Mélide à Arzois, qui est un autre 15 km. Et on rentre dans des belles petites plazas où on a des fameux arbres dont j'oublie le nom aujourd'hui, vous m'en excuserez, mais ce sont des arbres qui sont faits pour recouvrir des plazas et dont les troncs, les branches vont se fusionner entre elles et lorsque c'est au printemps, à l'été, ça va vraiment venir ombrager les terrasses là, pour le chaud soleil d'Espagne. Donc, les fameux repas, on voit une dame qui pense ses pieds et on voit quelqu'un qui s'est mis un bon chocolat au dessert, là, qui s'en est mis plein la bouche. Donc, c'est vraiment une belle fraternité là, qui se retrouve souvent là, dans le groupe sur le chemin. Et puis,
on voit là, dans certains groupes, là, lorsqu'on a un prêtre accompagnateur, ça donne une richesse supplémentaire, ça nous donne accès aux lieux cultes pour s'offrir des messes. En tant qu'accompagnatrice, c'est sûr qu'on le fait dans le volet développement là, personnel et non nécessairement religieux pour cette catégorie-ci, mais je saurais quand même vous indiquer pour ceux qui souhaitent pouvoir aller aux offices religieux en semaine ou le dimanche, je saurais quand même là, vous offrir les horaires de messe. Et plusieurs villages à date, en fait, plusieurs villages offrent la messe en soir de semaine, justement pour les pèlerins puis les travailleurs. Donc, souvent, là, c'est accessible pour ceux qui le voudront. Ça demeure volontaire, mais vous allez voir, quand on commence notre première étape à Burgos, il y a la bénédiction du pèlerin, qui est quelque chose là, que je n'ai pas mentionné initialement, mais qui est quelque chose d'agréable là, à vivre ensemble là, pour entamer notre route. De Arzois à Arca. Donc, on reconnaît vraiment là, nos bâtiments de pierre sur le chemin qui est vraiment typique dans l'architecture. Et enfin, en photo, les fameux eucalyptus. Donc, c'est sûr que lorsqu'on les fait au mois de mai, lorsqu'on fait le pèlerinage au mois de mai, ben, c'est la nature verdoyante et tout ça, et l'odeur des eucalyptus avec l'humidité, s'il y a plu ou quoi. Donc, vraiment, parfois, de s'agripper des feuilles. Certains gens vont en prendre pour se faire un thé le soir ou quoi. On tombe vraiment avec des odeurs différentes et encore un autre paysage là, pour nous accompagner sur le chemin. Et nous accompagner surtout dans le spirituel, qui est notre dernière étape vers Santiago de Compostela. Donc, de Arca à Santiago, il nous reste un 19 km pour arriver. On voit là, la colline du Monte d'Ogozo où il y a l'emblème du pape lorsqu'il avait fait les Journées mondiales de la jeunesse à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui avait été visité là-bas. On voit là, une grande effigie à sa mémoire. C'est une étape de 19 km. Spirito, on vous offre de faire un départ nocturne à la lampe frontale. Donc, c'est une décision que nous prendrons en groupe. Mais pour favoriser d'arriver le matin à Saint-Jacques, donc en fin de matinée, on va vous proposer de partir vers 4 heures du matin avec nos lampes frontales, qui est quand même une belle expérience en soi. Mais si jamais il y en a pour qui font ouf, moi, partir à la noirceur ou quoi que ce soit, écoutez, c'est quelque chose qui va être discuté en groupe. C'est vraiment une décision, là. Puis sinon, on voit les alternatives également. Comme la veille, on a des plus petites étapes les journées précédentes. Certains pèlerins se sentent avec un besoin d'un défi sportif, si on le peut dire ainsi, et de se faire une grande étape. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se discute, c'est du cas par cas, mais sachez qu'il y a l'ouverture, la possibilité de combiner 2 étapes en une et de nous attendre à la Monte d'Ogozo, où ce qu'on voit la statue du pape Jean-Paul II. Il y a des hébergements à cet endroit. Donc, il y a une possibilité pour ceux qui vont vouloir vivre le défi et peut-être une forme de distanciation du groupe à la fois, de se retrouver dans une bulle pour vivre nos derniers moments. Sachez là, que vous pourrez m'en reparler en temps opportun, puis que je vais lancer également là, la discussion à l'ensemble du groupe pour ceux qui ne voudront pas soit faire le départ tôt ou pour ceux qui auront envie là, de marcher un vrai 30 km, une grosse, grosse étape. Rendu à Saint-Jacques, il y a tous les rituels qui s'imposent. Et pourquoi qu'on souhaite d'arriver le matin? C'est que bien qu'il y ait 5 messes par jour à la cathédrale de Saint-Jacques, c'est celle du midi où ce qu'on célèbre les arrivées du pèlerin. Donc, dans les rituels, nous allons chercher notre fameuse crédentiale, qui est notre diplôme du pèlerin. Donc, pourquoi avoir notre passeport de pèlerin? C'est pour prouver les étapes que nous avons marchées pour aller chercher notre diplôme. Et à la messe du midi,
dans le fond, ils annoncent, bon, nous avons 50 Canadiens qui sont arrivés dans les 24 dernières heures, 28 Allemands, 50 du Laos et tout ça, peu importe. Fait qu'il y a vraiment une essence où ce qu'on voit les gens avec leurs sacs à dos, on voit les pèlerins dans tous les États, peu importe, puis dans toute l'émotion surtout après les 300 kilomètres marchés. Là. Donc, c'est pour ça qu'on favorise d'arriver en fin de matinée. Notre fameuse cathédrale de Saint-Jacques, qui est très difficile à capter en toute une photo. Ça prend des stratégies de photographe là, pour être sur la plaza et être capable de la poser. Là. Donc, je vous parlais des traditions, de mettre la main sur le pilier de Gizeh. Des millions de mains se sont posées là, creusant au gré des siècles une profonde empreinte. Oui, c'est émouvant, mais je ne crois pas que ce soit accessible, du moins dans mes derniers compostels de 2010-2012, ça remonte quand même à il y a 10 ans, on ne pouvait plus à cause que la colonne est composée de marbre et l'acidité des doigts, des mains, pouvait faire en sorte que ça s'effrite. Donc, pour cela, on ne pouvait plus faire le rituel là, de vraiment rentrer notre main, comme on voit le monsieur, il y a vraiment un endroit pour mettre notre main et appuyer notre tête. Dans les autres rituels, la gigantesque encensoir d'1,5 m de haut qui, accrochée à la voûte, se balance selon une course impressionnante d'un bout à l'autre du transept de la cathédrale. Donc, si on est chanceux, on peut assister à ce spectacle parce que ce n'est pas toutes les messes qui le font. C'est des groupes de gens qui font une donation pour que ce soit déployé et on a vraiment les hommes là, qui sont habillés un peu avec leur uniforme qui vont vraiment la balancer, puis l'orgue qui se met de la partie. Ça devient vraiment un mouvement là, un moment qui est très, très, très émotif là, de ce que ça dégage. Et l'encens, qui est le symbole également de la purification, mais l'embaumement remonté à l'époque médiévale, dans les premiers pèlerins, ceux qui n'avaient pas accès à la douche comme aujourd'hui, au même confort du chemin. Donc, lorsque les gens partaient de la France et arrivaient 1 mois, 2 mois plus tard à Saint-Jacques, il y avait des odeurs quand même pas nécessairement agréables et l'encensoir servait de ça à la fois, d'où probablement la grosseur de l'objet. Et par la suite, derrière l'autel, le buste de Saint-Jacques qui est orné là, de diamants, de pierres précieuses. C'est un rituel encore là que je vous invite à faire, qui se passe en une fraction de seconde parce que c'est vraiment à la queue leu-leu qu'on est invité à passer derrière. Donc, on voit vraiment qu'on est au dos de Saint-Jacques, on est vraiment derrière l'autel, vraiment toute l'église qui est devant soi. Mais en une fraction de seconde, Saint-Jacques, je me dépose à toi, je suis venue ici pour X raison, je te rends grâce ou peu importe. C'est vraiment la fraction de seconde d'émotivité là, qui vient concrétiser également là, notre chemin parcouru. Comme je vous parlais un peu plus tôt, là, on voit en plus gros plan là, le diplôme de pèlerin qui est rédigé en latin. Donc, même notre nom va être traduit là, en latin. Et par la suite, le fameux Finistéré. Il ne savait pas que cela était impossible, alors il le fit. J'insiste beaucoup sur, oui, une certaine préparation physique, mais sur le fait que le Camino, il est possible. Et le Finistère n'est pas inclus à la marche, mais je pourrais vous offrir là, j'ai une connexion là-bas avec Alvaro, un transporteur, pour se rendre au Finistéré. Donc, Finistéré, là où la Terre se termine. Parce qu'on arrive à l'océan, les explorateurs à l'époque croyaient que la Terre était plate parce que vraiment, là, c'est vraiment le firmament qu'on voyait là, à cet endroit. On croyait vraiment, puis l'extrême pointe de l'ouest également. Donc, le Finistère, qui est un autre endroit également, le kilomètre zéro, où ce que certains gens vont vouloir aller y brûler de façon là, rituelle, aller brûler un morceau de vêtement, soit un bas troué ou si on avait un vieux chandail ou qu'importe, certaines personnes vont vouloir aller en rituel, là, soit essayer de trouver sa coquille Saint-Jacques également sur la plage.
ou brûler un morceau de vêtement ou tout simplement aller passer la journée là-bas. Parcourir les routes, rentrer à la maison et voir tout cela comme si c'était la première fois. Paolo Coelho, qui est un écrivain, qui a écrit d'ailleurs sur le chemin de Compostelle, qui nous amène à réfléchir sur le fait que ce n'est pas la destination en soi qui compte, mais la quête parcourue. Donc, c'est un livre que je vous invite à lire pour certains si vous en avez la curiosité ou l'intérêt, Le pèlerin de Compostelle de Paolo Coelho. Et par la suite, plutôt que de rentrer sur nos pas, même si c'est en transport en commun, nous allons prendre le train pour s'en aller à une ville qui n'est pas si loin, Porto. Donc, un peu de plaisir, de récompense, de réconfort et de visite après notre pèlerinage. Revenons touristes après avoir été pèlerins. Donc, la ville de Porto qui pourra nous offrir là, plusieurs agréments là, avant de rentrer à Montréal. Alors, merci beaucoup Marilyn pour la présentation de l'itinéraire qui donne bien le goût. C'est toute une expérience en plusieurs étapes, donc à vivre au moins une fois dans sa vie, le fameux chemin de Compostelle. Donc, il nous reste peu de temps à la présentation, alors je vais prendre 2 petites minutes pour vous parler des informations plus techniques sur le voyage. Alors, concernant les prix, donc, on avait le prix, on a le prix Réservetto qui est 100 $ de rabais jusqu'au 28 avril 2022. Donc, il vous reste quelques semaines pour pouvoir en profiter. Alors, le prix Réservetto est de 3 549 $ par personne en occupation double. Sinon, le prix régulier est 3 649 $ par personne en occupation double. Donc, ce prix sera valide à partir du 29 avril, quand le rabais Réservetto sera passé. Pour les personnes qui souhaitent se mettre en chambre individuelle, il y a un supplément de 455 $ par personne. Donc, on a la possibilité de vous jumeler aussi. Si par exemple, vous vous inscrivez seul au voyage, mais que vous vouliez quand même être en occupation double pour ne pas avoir à payer un supplément occupation simple, eh bien, la coordonnatrice du voyage va pouvoir communiquer avec vous, puis vous jumeler avec une autre personne du groupe. Et sachez que aussi pour les chambres individuelles, c'est en quantité limitée, donc nous en informer le plus tôt possible lorsque vous vous inscrivez. Aussi, donc, la date limite pour vous inscrire au voyage est le 28 juin 2022 ou jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre maximum de personnes dans notre groupe. Donc, pour vous inscrire, il y a plusieurs façons de procéder. Vous pouvez, la façon la plus simple, c'est d'aller directement sur notre site internet. L'adresse est juste en bas ici, www.spiritour.com. Vous vous inscrivez tout en ligne, puis vous remplissez le formulaire. Ça prend à peine quelques minutes et vous recevez la confirmation par courriel. Et ensuite, nous, on fera le suivi avec vous pour le reste des inscriptions. Donc, il y a un premier versement de 750 $ à faire. Et si vous voulez souscrire à des assurances voyage, par exemple, eh bien, vous pouvez le faire à ce moment-là aussi. Sinon, vous pouvez vous inscrire par format papier, par la poste. Donc, sur notre site web, il y a aussi le formulaire d'inscription disponible en PDF. Donc, vous pouvez l'imprimer, le remplir à la main, puis nous l'envoyer par la poste. D'autres informations sur le voyage. Alors, le nombre minimum de personnes est 7 et maximum 13 personnes. Donc, c'est vraiment un petit groupe, c'est pas un gros groupe avec beaucoup de personnes, c'est un petit groupe plus intime pour vivre cette expérience d'intériorité aussi. Concernant ce qui est inclus et non inclus dans le forfait, alors le vol aller-retour Montréal-Madrid, enfin le vol d'aller, pardon, Montréal-Madrid et le vol de retour Porto-Montréal sont inclus. Les 5 nuits en hôtel en catégorie budget, 16 nuits en refuge de pèlerins, 5 petits déjeuners, 5 soupers sont inclus dans le prix. Tous les transferts en train, en bus et en taxi, les services d'une accompagnatrice, donc Marilyn Arpin, 2 rencontres préparatoires, comme Marilyn l'avait mentionné, ainsi que toutes les taxes sont incluses dans le prix. Et pour ce qui n'est pas inclus dans le prix, il y a les repas non mentionnés au programme, les boissons, l'assurance voyage donc, à faire au moment de votre inscription. On vous encourage fortement à le faire. Et puis, donc, les pourboires et dépenses personnelles, bien sûr, ne sont pas inclus. Et la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, le FICAV, de 3,5 $ par tranche de 1 000 $. Pour vous donner plus d'informations là-dessus, le FICAV, quand vous réservez avec une agence de voyage certifiée comme nous, Spiritour, eh bien, vous avez la protection automatiquement du FICAV. Donc, s'il y a un problème en cas d'annulation,
si le voyage ne se donnait pas ou d'autres problèmes comme ça, eh bien, le FICAV peut vous rembourser en partie votre voyage selon certaines conditions qui s'appliquent. Vous pouvez aller vous renseigner sur le site du FICAV aussi pour plus d'informations à ce sujet. C'est une belle sécurité qui est offerte lorsqu'on réserve avec une agence. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements détaillés sur le voyage, vous pouvez contacter ma collègue Claire Calcina. Donc, son numéro de poste est le 207. Voici ses coordonnées ici. Puis quand on vous enverra la rediffusion par courriel lundi de cette conférence, on vous enverra le lien de notre site web où vous verrez vraiment tous les détails de l'itinéraire jour par jour si vous voulez le relire à tête reposée, revoir tous les détails des prix, voir quelques belles photos aussi. Tout est sur notre site internet. Donc, on vous enverra ça lundi. Donc, nous allons passer rapidement à la période de questions et réponses. Donc, j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à nous Donc, écrire. je vais compléter pour Sylvie qui demande justement comment prévoir là, pour ce qui n'est pas inclus. Je vous dirais environ 25 € par jour. Puis c'est 25, c'est quand même à la hausse, je vous dirais. Ça dépend, j'ai souvent je dis à la blague, ça dépend combien de café puis de verres de jus d'orange frais que vous buvez par jour. Donc, ça dépend combien d'arrêts de restauration. Mais habituellement, avec un 25 € par jour, vous êtes en mesure, en fait, là, de vous offrir le petit déjeuner sur votre dîner et le souper. Donc, les repas de pèlerin, tout inclus, souvent au souper, ça va être du 8 à 10 € et le petit déjeuner, 5-6, le repas également du midi. Donc, un 25 € là, en moyenne, plus vos dépenses personnelles là, à la fin à Saint-Jacques, là, pour ceux qui voudront s'offrir les souvenirs, coquetterie ou quoi. C'est environ ça. Dans la rencontre pré-départ à Saint-Bruno, là, qu'on fait, là, on se fait une marche en groupe. Souvent, je vais vous offrir quelques conseils supplémentaires également sur comment ne pas tout avoir notre argent sur soi, comment certains sont moins familiers de voyager à l'étranger, comment faire avec notre institution bancaire pour faire des retraits à l'étranger, les coûts de transaction et tout ça, c'est des choses que je me réserve avant le départ pour vous en informer là, dans cette préparation-là. Tout à fait. Puis on a aussi un document pré-départ qu'on donne aux participants quelques semaines avant le départ. Même avant la rencontre pré-départ, normalement, on vous aura déjà envoyé ce document où vous aurez tout à l'écrit aussi, des conseils sur le budget, puis d'autres conseils même sur la météo, sur quoi emmener, etc. Donc, vous recevrez ça aussi. J'avais vu que vous aviez une autre question, alors Sylvie, concernant donc, si vous avez déjà payé en 2020 $500 d'acompte, est-ce qu'on doit se réinscrire? Donc, ça dépend, c'est un cas particulier, donc ça dépend si vous aviez annulé ou pas votre voyage ou si vous faites partie des personnes qui ont décidé de le reporter. Donc, je vous référerai vraiment à ma collègue qui gère ce dossier, Claire Calcina, lui envoyer un courriel, ses coordonnées, donc c'est Claire, C-L-A-I-R-E, .calcina, C-A-L-S-I-N-A, à commercialspiritour.com. Donc, c'est plus un cas particulier à vérifier avec elle directement. Alors, je vous invite à la contacter. Et quelles sont les dates des rencontres pré-départ? Donc, les dates n'ont pas encore été définies à ce que je sache, mais vous allez recevoir, quand vous êtes inscrit, vous recevrez un courriel de Claire Calcina, justement ma collègue, qui va vous inviter avec les dates, vous inviter à venir à la rencontre pré-départ, puis vous recevrez aussi votre document de pré-départ par la même occasion. Donc, on vous recontactera. Je vais quand même statuer assez prochainement là, pour les dates pré-départ parce que le mois avant de partir, ça tombe les semaines de la construction. Donc, tout le monde, des fois, la vie va vite, dépendamment de nos âges ou quoi, les enfants, la famille, les vacances. Donc, je vais me statuer, là, je vais me positionner assez rapidement là, dans les prochains jours pour que ceux qui sont inscrits là, soient informés des dates. Souvent, là, ça se trouve à être la fin de semaine. Donc, ça va être à suivre là, dans les prochaines semaines, là, quand même assez rapidement. Oui, merci beaucoup, Marilyn. Alors, le temps il va passer vraiment très, très vite. Donc, pour le tirage, je vous avais dit qu'on ferait un tirage de prix en milieu et en fin. Mais là, comme le temps est assez serré, nous ferons tous les tirages à la fin des présentations. Donc, après la présentation suivante sur la Grèce, on fera les tirages des 4 prix tous en même temps à la fin, juste pour pas grignoter sur le temps des présentations, puis que tout se suive bien en ordre. Alors, une chose que j'avais oublié de mentionner tout à l'heure, et je m'en excuse, nous allons couper le Zoom
et vous allez devoir vous reconnecter avec le même lien pour pouvoir assister à la prochaine conférence qui aura lieu dans quelques minutes. Donc, on va vous laisser à peu près 5 minutes de pause, pause pipi ou allez vous reprendre une petite boisson chaude cosy pour vous installer pour la dernière conférence avec Lindsay Rock. Donc, c'est ça, je fermerai le Zoom et on se reconnectera ensemble tout à l'heure. Alors, merci beaucoup Marilyn d'avoir pris le temps de Merci. présenter l'itinéraire. Je pense que vous avez eu un bel aperçu de l'accompagnatrice qui va être un soleil pendant tout le long tout le long du Ouais. séjour. Alors, merci beaucoup. Euh, Merci à tout le monde. Puis, n'hésitez pas également là, d'écrire à l'agence, puis ils communiqueront avec moi, mais Claire est vraiment en mesure de répondre à d'autres questions techniques et tout ça, puis il fera appel à moi si besoin pour des choses plus précises. Tout à fait. Puis il y a une personne qui posait la question pour le tirage, donc on le refera vers 16 heures, donc juste après 15h50 à peu près, quand on aura fini la présentation sur la Grèce. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez revenir avec nous pour participer au tirage. Alors je vais vous laisser, donc n'oubliez pas de vous reconnecter avec le même lien dans quelques minutes à 15 heures pour la prochaine conférence. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.